Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon à l'Agriculture et je suis très heureux d'accueillir Xavier Leprince. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Paul. Alors Xavier, je te connais bien, tu es vice-président de Junia et j'aimerais que tu m'expliques. Junia aujourd'hui, vous représentez plusieurs écoles qui ont su rapprocher justement leurs compétences en réponse à une évolution des attentes. Oui, alors Junia, c'est en fait un regroupement, une fusion d'écoles qui travaillaient dans le domaine de l'ingénierie, que ce soit l'agronomie, que ce soit l'informatique, le digital ou que ce soit le bâtiment, travaux publics, dont des ingénieurs généralistes. Et ça fait plus de 10 ans que cette école a fusionné. Nous avons bien entendu gardé les diplômes, donc ISA, ICEN, HEI, et aujourd'hui on représente 5000 étudiants. Alors, vous avez une histoire. Quelle est cette histoire ? Alors, cette histoire, c'est une histoire sur un même campus, puisqu'on se trouve sur l'île. Et grâce à nos aînés qui ont fondé la Cato de Lille et qui ont fait essaimer les différentes écoles, nous étions tous à faire un métier relativement identique sur la technologie. Et on a eu l'idée, dès 2012, de mettre en commun nos moyens pour former des ingénieurs généralistes, mais aussi pluridisciplinaires. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les technologies réclament de la robotique, de l'informatique, de la biologie. Et donc sur le même campus, on peut travailler ensemble. Et plutôt que de le faire en collaboration, on a décidé de le faire complètement fusionné. Alors j'ai visité l'école. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'omniprésence de technologie dans les salles pour la pédagogie. Oui, on va retrouver des laboratoires, par exemple la halle technologique de l'ISA, qui fabrique de la bière, donc qui prépare les ingénieurs de l'agroalimentaire à leur métier de demain, avec des projets d'entreprise également qui nous confient certains morceaux de projets importants dans leurs entreprises. On va retrouver de la mécanique, mécatronique et robotique. On était il y a quelques jours en journée porte ouverte et on a des élèves de 4e par exemple qui viennent déjà voir, parce qu'ils ont dans leurs écoles des clubs de robotique, comment peut-être demain devenir ingénieur en agro-robotique. Puis il y a toute une partie recherche, par exemple, et si on fait le lien recherche et justement technologie, il y a une salle immersive pour l'analyse sensorielle. Oui, ça c'est un élément tout à fait intéressant parce qu'on peut se mettre dans une salle et on va vous mettre une ambiance bord de mer, on va vous mettre une ambiance avec des gens autour de vous comme aujourd'hui au salon et vous allez déguster un produit agroalimentaire et probablement que ce produit aura un goût différent en fonction de l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez ou qui vont vous rappeler des odeurs ou des bruits que vous avez eus dans votre enfance. Et là, vous allez retrouver toute la partie sensorielle en fait, de l'agroalimentaire. Un savoir-faire que vous mettez à disposition d'entreprises partenaires, justement, dans ce cas-là, pour être capable de pouvoir analyser quelles sont les attentes des consommateurs, par exemple, ou des utilisateurs de certaines techniques. Oui, bien sûr, et on va retrouver tous les domaines. On ne va pas retrouver que le domaine agricole ou agroalimentaire. On va retrouver aussi des partenariats avec des industriels, par exemple pour la gestion de l'eau. On a aujourd'hui des projets très importants pour, on le sait très bien, gérer les eaux grises, par exemple, et comment, avec les partenaires qui sont dans le business de l'eau, être capable de trouver des projets qui permettent d'économiser l'eau. Alors, vous faites de la recherche très pointue. Vous avez notamment une publication dans Nature qui montre qu'aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle, aujourd'hui, à partir d'un sous-produit de la betterave, on est capable peut-être d'avoir une solution pour le cancer du poumon. Oui, alors ça, c'est l'exemple typique d'une collaboration interdiscipline qui permet à des agronomes de comprendre effectivement comment on peut continuer à cultiver des betteraves dans un contexte qui est d'ailleurs incertain. Et c'est une bonne nouvelle pour la profession betteravière que de faire en sorte qu'il y ait des sous-produits ou même des produits maintenant qui seront issus de la betterave, donc comme cette molécule qui a été développée par le laboratoire de chimie et l'Université de Lille en collaboration publique-privée et qui permet de trouver des solutions pour la recherche contre le cancer. On pourrait aussi citer dans les sous-produits de la betterave les pulpes. Et dans ces pulpes, on trouve de la cellulose qui vont générer des fibres qui peuvent être reconstituées en papier et donc économiser énormément d'énergie pour fabriquer du papier ou du carton. Donc il y a un écosystème de chercheurs, un écosystème d'entreprises partenaires, des bâtiments qui sont très beaux d'ailleurs au cœur de l'île, des technologies à la fois sur le plan pédagogique et à la fois pour effectuer la recherche, et au milieu donc des étudiants qui se côtoient comme ça, qui apprennent la réalité des métiers.
Oui, alors c'est un campus avec 5000 étudiants, mais autour, c'est un campus avec 50 000 étudiants avec la Catho de Lille. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on l'a bien vu pendant la période Covid, certains nous disaient est-ce qu'il y aura encore des campus demain, puisque tout peut être virtuel, on peut avoir effectivement des études totalement digitalisées, et on s'aperçoit que les étudiants aiment vivre et étudier au même endroit. Et ça fait partie de la formation, c'est-à-dire que la formation de l'individu lui-même pendant les 5 ans, la personne va se découvrir et agir en société. Donc on voit bien aussi que non seulement on a la technologie, mais aussi la formation humaniste et sociale des étudiants. Alors, qui peut intégrer justement l'école? À quel niveau? On est sur des recrutements post-bac, plus particulièrement des bacs scientifiques. On a eu quelques questions qui se sont posées lors de la réforme du bac, puisque les mathématiques n'étaient pratiquement plus au programme, et certains se sentaient un petit peu handicapés. Et ce que l'on fait dans nos 2 premières années, c'est qu'on va remettre à niveau peut-être des étudiants qui étaient moins trapus, peut-être en maths ou en physique ou en chimie. Et c'est une école qui permet d'intégrer les étudiants selon leur niveau pour les remettre dans les niveaux qui leur permettront d'être de bons ingénieurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accessibilité aux études, qui est un élément très important pour nous. On va nous dire parfois les études dans l'enseignement associatif sont chères. J'allais poser la question. Ouais. Donc c'est un sujet qui peut être clivant socialement. Et moi, ce que je peux te dire, Jean-Paul, c'est que quand je fais des journées portes ouvertes avec des étudiants et que je vois des familles modestes qui viennent avec leurs enfants et qui sont presque prêtes à repartir parce qu'elles se disent que ce ne sera pas pour eux, on a une conversation sur les bourses, on a une conversation sur l'alternance. Les étudiants internationaux peuvent également avoir des aides, ce qui fait que globalement, on peut dire que 30% de boursiers, 30% d'alternants et 30% d'étudiants étrangers. On pourrait se dire qu'il n'y a que 10% qui payent. Globalement, effectivement, il peut y avoir ce genre de discussion. Les étudiants aussi peuvent trouver des jobs, parce que le campus de Lille est aussi une ruche où des étudiants peuvent travailler pour des entreprises, pas forcément dans la restauration, mais pas que, mais aussi dans des entreprises qui vont faire appel à leurs compétences. Alors c'est vrai que l'origine c'est Lille, mais aujourd'hui ce n'est pas que Lille. Alors effectivement, c'est Lille. Il y a un campus à Châteauroux qui est plutôt un campus pour HEI, aux études d'ingénieurs. Nous avons on a ouvert un campus à Bordeaux pour tout ce qui concerne le e-commerce et des cycles bachelor, bac plus 3. Parce que ce ne sont pas que des diplômes d'ingénieurs que nous délivrons, ce seront aussi des diplômes de bac plus 3 avec des personnes qui ont plutôt la volonté de tester avant de conceptualiser. Et là, on a lancé un bachelor sur le commerce en ligne et toute la partie commerce digital. C'est aussi l'étranger. Nous avons aujourd'hui des accords avec BEMTech qui travaille en particulier en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et nous allons, avec cette association, nous allons pouvoir mettre en place des formations techniques d'ingénieurs en Afrique. Parce qu'il y a des besoins qui sont importants et des besoins aussi avec une approche technologique. Oui, les besoins sont considérables et on a parfois une image d'Épinal en disant que pour faire de l'agronomie en Afrique, il faut aller creuser un puits au Sahel. On n'est plus du tout dans cette dimension-là, tout le monde le sait. On a aussi la possibilité d'avoir des industries agroalimentaires qui viennent compléter des productions locales durables. Et donc les personnes qui, au lieu d'aller en ville, s'agglutiner dans les grandes villes, peuvent aussi travailler sur place localement dans les industries agroalimentaires. Alors Xavier, tu le sais, depuis qu'on a confié beaucoup de choses aux ordinateurs, ils vont vite, le monde évolue vite, les technologies évoluent vite. Et est-ce que l'enseignement évolue suffisamment vite pour rester en phase avec cette rapidité, cette célérité? Alors c'est vrai que la relation avec les entreprises est absolument fondamentale parce que nous sommes connectés aux besoins des entreprises. Les entreprises vont probablement plus vite que la recherche universitaire et les grandes entreprises ont leur propre programme de recherche et nous challengent. Donc c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a de la recherche, on va dire, fondamentale. Par exemple, l'ordinateur quantique, qui est le grand sujet de recherche pour Junia aujourd'hui. D'autres sujets de recherche plus pointus, plus limités, mais les entreprises viennent avec leurs projets. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut rester, on va dire, dans le flux et non pas effectivement juxtaposé. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, moi-même j'ai été formé dans une école d'ingénieur, il y avait la formation initiale et puis plus rien. Or, cette accélération nécessite d'avoir la capacité de se reformer à tout moment dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, à différentes étapes de la vie. Comment vous répondez à cette attente? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la formation tout au long de la vie.
Nous avons créé Junia XP qui permet de mettre de la formation pour adultes ou formation pour entreprises dans le système aujourd'hui reconnu en France sur la formation. Quelque chose à ne pas négliger, c'est Junia Alumni, puisque nous avons aujourd'hui 36 000 diplômés. Et cette association est très active pour mettre également en connexion les jeunes et par exemple pour les stages ou pour tout ce qui concerne l'alternance. Et vous intégrez d'ailleurs les frais, ce qui est différent d'autres grandes écoles, directement dans les frais de scolarité dès le départ. Oui, tout à fait. En fait, on a décidé que les ingénieurs qui démarrent en première année font partie déjà de Junia Alumni et n'ont pas à se préoccuper de payer une cotisation. On n'a pas, je veux dire, cette logistique-là à assurer. Et ça permet également à Junia Alumni d'avoir une visibilité sur des projets de long terme pour accompagner les plus jeunes et être dans ce système de la transmission des diplômés vers les non-diplômés, mais aussi d'apporter la fraîcheur des non-diplômés vers les diplômés. Alors, toute dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Quels sont vraiment les enjeux sur lesquels vous devez accélérer là, aujourd'hui ? Alors, on a identifié 4 transitions. Et c'est vrai qu'on peut toujours être impatient en se disant il faudrait que ça aille plus vite. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que l'impatience soit là au rendez-vous. Donc on a cette première transition qui est nourrir durablement la planète, qui est le sujet de ce salon. Nous avons également accéléré la transition digitale dans les entreprises, qui est un grand sujet aujourd'hui. On le voit également pour donner l'exemple des sociétés qui se font hacker et qui doivent effectivement être particulièrement robustes par rapport à ce sujet. On a la transition de la ville de demain. Comment on va effectivement avoir des espaces de travail, de logement et puis de loisirs. Et la dernière transition, c'est sur la santé et le bien-être. Et il y a, juste pour finir, une inauguration importante. Alors effectivement, là aussi, on est impatient parce que depuis de nombreuses années, depuis 10 ans, on a un projet qui s'appelle le Palais Rameau. Alors le Palais Rameau, ce sera un démonstrateur des agricultures ouvert au public, qui se trouve en plein centre de ville de Lille, dans notre campus. On est sur 1 hectare et nous avons effectivement le projet de mettre tout ça en œuvre à partir de fin 2023-2024. On aura l'occasion d'en reparler. J'espère qu'on aura l'occasion d'inaugurer ensemble ce Palais Rameau. Xavier Leprince, merci beaucoup. Et puis merci à vous.